C'est donc voilà qu'à titre de secrétaire général de la francophonie, j'ai eu à participer sur tous les enjeux migratoires à plusieurs rencontres de haut niveau, comme l'ONU aime à les désigner, vous savez, où chefs d'État et d'organisations internationales sont rassemblés. Et j'étais toujours la seule à pouvoir dire, pour moi, il ne s'agira jamais que de chiffres ou de données partagées à froid. Je suis passée par là. J'ai eu à vivre un départ forcé et c'est une terrible épreuve. Pour certains, c'est l'insécurité, les attaques meurtrières, les morts qu'on ne peut même plus ensevelir, les blessés qu'on ne peut même plus soigner. Pour d'autres encore, c'est la dictature, les persécutions, les emprisonnements arbitraires, le non-droit d'être différent. Jamais réfugiés et migrants n'ont été aussi nombreux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 2016, ils sont plus de 65 millions à avoir fui les conflits. Et déjà, entre 2008 et 2013, 165 millions d'autres ont quitté désespérément leur habitation en direction des villes, en raison des conséquences désastreuses du réchauffement climatique, l'appauvrissement des terres de subsistance, la désertification ou la montée inexorable des eaux, ou encore l'accaparement mondialisé des terres agricoles à des fins spéculatives. Et l'ONU parle de plus de 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. Déplacés forcés, réfugiés politiques, réfugiés climatiques, migrants économiques sont autant de désignations pour aligner dans des colonnes et différencier jusque dans leurs droits tous ces désespérés qui cumulent souvent tous les fléaux. L'écrivaine sénégalaise Fatou Diomé l'a très bien exprimé lorsqu'elle écrit: ces millions d'hommes, de femmes, d'enfants qui savent au plus profond d'eux qu'il leur faut ou partir et vivre ou rester et mourir. Partir sans se retourner. On ne se retourne pas quand on marche sur la corde du rêve. Le rêve, c'est l'urgence d'échapper au pire. Et ce qu'il faut de courage, ce qu'il faut d'énergie, de détermination, de résistance physique et morale pour partir, pour aller jusqu'au bout du voyage. Je me souviens de ce qu'a été pour mes parents et nous, leurs enfants, comme des centaines de milliers d'autres familles haïtiennes, fuir le régime fossoyeur et prédateur des Duvaliers. Chaque jour, je pense, vous savez, à la chance que nous avons eue de sortir vivants de ce cauchemar, de trouver asile au Canada, nous installer au Québec, refaire petit à petit notre vie, devenir des citoyens de plein droit. Nous étions démunis, dans la précarité, mais riches, très riches de tout ce que nous sommes, très riches de notre volonté et notre détermination au prix d'énormes sacrifices. Je pense à ces moindres gestes, je pense à ces soutiens bienveillants, déterminants, ces accès et recours qui ont contribué à notre reconstruction. Et qui le crut, n'est-ce pas, qu'un jour, la petite réfugiée haïtienne que j'étais serait appelée à occuper l'antenne de la télévision publique canadienne, puis la haute fonction de gouverneur général, commandant en chef du Canada, et ensuite celle de secrétaire général de la francophonie. C'est donc avec la plus grande conviction que j'ai toujours pris fait et cause, y compris à l'ONU, comme au Parlement européen, pour le respect des droits de centaines de milliers de migrantes et migrants, en provenance d'Afrique notamment, tentant de fuir par le désert, par la mer, devenant la proie des trafiquants, des marchands d'esclaves, des combattants de Daesh, un véritable enfer. L'émotion est bien sûr au rendez-vous et nous formons une belle unanimité pour dire cela est insupportable. Mais à peine le temps d'une couverture de magazine ou de reportage télévisé. Les jours se suivent, se ressemblent tragiquement, une nouvelle en chasse une autre. Et que nous avons la mémoire courte, alors qu'il faut se souvenir pour agir fraternellement. Combien de ces pays européens qui ces temps-ci érigent des murs, des barbelés, pourchassent les migrants, les maintiennent dans des enclos, font preuve d'une incroyable et totale amnésie, alors qu'il y a seulement quelques décennies, leur propre population était massivement poussée à l'exode et cherchait par tous les moyens refuge ailleurs. Pouvoir s'associer à ce que vit l'autre, se dire cela pourrait être moi, cela a déjà été nous,
Cette empathie est la première aptitude et condition pour accueillir dignement. Et chaque jour, je ne peux m'empêcher de penser à ces millions de malheureux à travers le monde, apeurés, traumatisés, exposés à tous les dangers. Je pense aux centaines de milliers d'autres de mes compatriotes haïtiennes et haïtiens dont les corps ont été broyés par la violence, par la misère extrême, disparus en mer ou qui croupissent en ce moment même sous un pont à la frontière du Mexique et du Texas. Alors nous, rescapés, nous demandons toujours si notre histoire, si nos souffrances, notre persévérance pour renaître ailleurs, de peine, de misère et d'humiliations aussi, et si nos contributions aux pays qui nous ont accueillis auront compté. Il faut une approche humaniste, il faut désamorcer l'indifférence, le rejet de l'autre, ouvrir nos esprits à la raison, à la réalité telle qu'elle est. Certes, il faut se rappeler qu'une bonne intégration des personnes que nous accueillons au pays et leur exposition à nos deux langues officielles contribuent grandement à la vitalité et au développement de l'ensemble de nos communautés. Ces immigrants et ces immigrantes sont des Canadiens et des Canadiennes à part entière qui participent à toutes les sphères de notre société, d'où l'importance de leur inclusion. Le Canada peut, ou plutôt il doit, trouver des façons de veiller à ce que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes se sentent reconnus, entendus, respectés et acceptés dans notre collectivité politique commune, qu'ils proviennent de communautés francophones, anglophones, autochtones, ethnoculturelles ou quelque part entre les quatre. Le bilinguisme officiel et le multiculturalisme n'apportent pas toutes les réponses, mais avec la réconciliation, ils font partie intégrante de ce qui rend le Canada possible. À mesure que nous avançons et que nous continuons de façonner notre pays, il faut se rappeler qu'il est tout à fait possible et souhaitable de favoriser le respect des langues officielles du Canada tout en faisant du Canada une société plus inclusive. La vulnérabilité des migrants a été exacerbée. On estime que le taux de chômage des migrants a augmenté dans plus de 75 de pays de l'OCDE en vente. Je vois qu'il y a... Ok, non, c'est pas pour moi parce qu'il y a des sons ici. Des migrants a augmenté dans de plus de 75% des pays de l'OCDE en vente. Et déjà, nous savons que le travail que les migrants, les réfugiés occupent, ce ne sont pas de la qualité même de leur capacité. Et donc, dans le point de vue économique, on perd beaucoup de compétences si on ne profite pas de ce que les migrants et les réfugiés puissent faire. Maintenant, nous savons qu'il y a beaucoup de pays avancés qui ont vraiment une contrainte de main-d'œuvre parce qu'ils ont fermé leurs portes aux migrants. Et donc, c'est vraiment une situation inacceptable. En raison de leur forte présence dans certaines professions, les migrants aussi ont été confrontés à un risque d'infection au moins 2 fois plus élevé que celui des ressortissants des pays. Et ce sont les travailleurs essentiels. Ils sont sous-représentés dans les travailleurs essentiels, mais d'essentiels, on ne représente pas dans leur salaire, dans leurs conditions, dans les qualités de travail. C'est seulement qui ont vraiment aidé à notre société, à notre économie de continuer à opérer. Et aussi, dans une situation complexe, les sociétés s'enferment. Maintenant, on a cette augmentation de la haine, de discours de haine, de rejet de ce que c'est différent. On a vu comment les personnes d'origine asiatique ont été agressées parmi beaucoup de pays. Et même mon pays, le Mexique, il y a une agression constante contre tous qui sont des migrants, comme si c'était un problème pour leur propre société. Il faut changer la mentalité, il faut changer cette agressivité qui monte dans des situations complexes. Nous savons également que les femmes migrantes ont été durement impactées par la discrimination en matière d'accès à la santé, à la justice, au logement, à la scolarité, à l'emploi. Et ça ajoute à la situation de violence que toutes les femmes confrontent, mais que aussi quand on a un statut qui n'est pas légal dans le pays, c'est difficile d'accéder à la justice
si les femmes migrantes expérimentent des agressions. Et donc, il y a beaucoup de sujets qu'il faut vraiment relever. Et donc, nous devons vraiment faire de la protection des migrants et des réfugiés dans ces moments priorité. Il faut vraiment le faire visible dans les programmes de récupération que les pays ont menés et essayer vraiment de changer cette mentalité. Ces tendances, notamment en matière de dérèglement climatique, vont aussi impacter les migrations internationales. Le déploiement aussi de nouvelles formes de développement socio-politique, donc des crises sociopolitiques, la complexification de notre monde, vont générer ces mouvements qui vont avoir un impact clair et net sur la transformation de nos sociétés demain. En 2010, j'ai cofondé une structure d'accueil pour accueillir les nouveaux arrivants, réfugiés, immigrants qui viennent s'établir dans la péninsule acadienne. Ce comité, plus connu sous le nom de Comité d'accueil, d'intégration et d'établissement des nouveaux arrivants de la péninsule acadienne, était primordial pour offrir un cadre qui permet d'accompagner les migrants et les nouveaux arrivants dans leur processus d'accueil, d'établissement et d'intégration sur leur nouvelle terre d'accueil. Pourquoi on l'appelait comité et non centre d'accueil? C'est qu'à la base, ça passe d'abord par une relation humaine. Je pense que plusieurs de nos panélistes l'ont dit en entrée. Donc, la relation humaine, également de fraternité et de confiance qui doit être prédominant afin que le migrant ou le nouvel arrivant, dépendamment des terminologies, se sente à l'aise de partager et également se sente à l'aise de se laisser aider. Parmi les défis qu'on a pu rencontrer au fil des années dans l'accueil et l'intégration, ainsi que l'établissement, je peux citer quelques-uns, entre autres le défi du logement. Donc, on rencontre que plusieurs migrants qui arrivent dans nos régions sont constitués de 3 ou 4 enfants, qui n'est pas forcément le même standing qu'une population que l'on retrouve ici en région rurale. Donc, l'accès au logement qui rencontre les normes est parfois un défi, mais qui n'est pas insurmontable. Également, un autre défi que l'on peut reconnaître, c'est la reconnaissance des acquis. Donc, étant donné que le Canada, et plus particulièrement le Nouveau-Brunswick, est régi par certains secteurs d'activité, certaines personnes qui nous arrivent avec des diplômes d'ailleurs ne peuvent pas pratiquer ou exercer leur domaine d'activité ici en arrivant. Donc, cela peut constituer également un défi sur lequel on travaille très fort pour pallier à cela. Et un autre élément que je peux énumérer, étant donné qu'on est en région rurale, la question du transport entre communautés, entre localités. C'est certain qu'en région urbaine, le transport en commun est une facilité et existant, mais en région rurale, l'accès à une voiture est quasiment primordial, mais on a mis en place des structures de covoiturage qui permet justement le déplacement des personnes entre localités et également pour leur permettre d'accéder à leur lieu de travail. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'il fallait absolument que les différentes collectivités locales prennent leurs responsabilités à travers, bien entendu, la question de la régionalisation au Maroc, de la décentralisation qui a donné beaucoup plus, je dirais, d'attributions, de prérogatives aux collectivités locales et territoriales de jouer leur rôle de la gestion de la question migratoire. À cet moment, par exemple, la focalisation était beaucoup plus sur l'inclusion sociale et professionnelle des migrants et des réfugiés, de manière générale, parce que, d'abord, on ne peut pas, bien entendu, nier le fait que la majeure partie des migrants se situant au Maroc ont la vision de transit, d'accéder au territoire européen. Donc, automatiquement, ils n'ont pas comme premier réflexe de s'installer définitivement au Maroc. Par contre, avec le renforcement, bien sûr, du contrôle, de la répression, de tout ça, la situation des migrants se trouvant au Maroc est devenue, je dirais, une situation de provisoire à permanente. Ce qui a fait que le Maroc devait impérativement réagir à ces situations, à ce nouveau statut du migrant, et mettre en place, bien entendu, des centres, je dirais, de formation, des centres d'accompagnement de migrants. C'est ce qui s'effectue au niveau de la ville de Tétouan. Ici, dans la ville de Tétouan, par exemple, il se trouve plusieurs centres de formation dédiés à l'inclusion sociale et professionnelle des migrants, notamment l'apprentissage de la langue locale,
la darija, la langue arabe bien sûr marocaine, aussi le renforcement de leurs compétences au niveau bien sûr de professionnel, le développement aussi de leur inclusion et leur intégration dans la société, l'élargissement du statut d'auto-entrepreneur qui a, je dirais, été lancé pour la jeunesse marocaine a été élargi aussi pour la jeunesse migrante. Donc, l'essentiel des points que je souhaitais évoquer, hein. L'enjeu, les défis, c'est mieux travailler avec l'État, que les villes prennent leur place aussi. Pourquoi pas faire évoluer la loi, puisque la réalité, c'est qu'en France, voilà, pour l'instant, c'est l'État qui a la main, c'est bien, mais il faut quand même revoir les compétences peut-être pour mieux accueillir les populations migrantes. Voilà. Est-ce que vous, Monsieur Doumbia, vous menez des actions en coalition avec les autres municipalités pour alléger justement la reconnaissance de ces acquis-là pour une meilleure inclusion socio-professionnelle des migrants? Tout à fait. Il y a plusieurs choses qui sont faites à différents fronts avec différents organismes, autant local qu'au Nouveau-Brunswick, qui regardent également à toute la question de la reconnaissance des acquis. On sait que de plus en plus, que ce soit au niveau du Nouveau-Brunswick ou de l'Atlantique, on regarde à justement mousser ou la participation des nouveaux arrivants ou des migrants à l'activité économique dans différents secteurs. Donc, il est important que l'on travaille de pair avec les différents ordres professionnels pour voir de quelle façon on peut enlever les barrières qui empêchent les nouveaux arrivants justement d'accéder au marché du travail et de contribuer au développement de nos communautés et le partage de leur savoir-faire et savoir-être avec nos communautés locales. Donc, c'est un travail vraiment de longue haleine qui est mené autant par les mairies, les associations professionnels, la société civile, pour justement tenter de trouver des solutions, des issues à cela. Mais je pense qu'un point important également pour les personnes qui arrivent avec des défis qu'ils rencontrent avec la reconnaissance de leurs acquis, c'est de pouvoir trouver une autre carrière ou se lancer dans un autre créneau d'activité qui n'est pas tout le temps aussi évident, mais qu'on réussit quand même à leur démontrer qu'il y a quand même des opportunités ailleurs, pas forcément dans leur domaine, mais qui peuvent également mettre à profit leurs connaissances et leur savoir pour le développement de la collectivité. Quand on a discuté aujourd'hui, je retiens trois mots importants. Le premier, transition. On le voit du côté de Tétouan où on transforme une zone tampon en une zone d'opportunité, d'accueil et puis de transformation. Du côté de M. Doumbia, on voit la transition personnelle, mais aussi la transition de nos lois locales pour mieux accueillir nos migrants. Le deuxième, c'est l'inclusion, donc au travers des politiques qui sont mises en place, des actions qui sont mises en place, des initiatives locales. Et le dernier, c'est l'émancipation, puisque notre objectif, c'est de transformer ces migrants qui arrivent avec leur expérience, avec leur bagage, les emmener dans ce processus qui va leur permettre d'un côté d'avoir cet épanouissement qu'ils recherchent et d'un autre de pouvoir transmettre à ceux qui les suivent les valeurs du territoire qui les a accueillis. Merci.